Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Les réseaux sociaux, vous connaissez la page Facebook, la page YouTube. Continuez à partager, à liker. Nous allons revenir. C'est la troisième rencontre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui va donc à la rencontre au Palais des Nations des gouvernements et des walis. On va y revenir sur ce contenu. La thématique en ce jeudi 19 janvier, développement local, évaluation et perspective. Le président de la République a indiqué, c'est le titre de l'émission d'ailleurs, l'année 2023 sera marquée par l'accélération de la réalisation des projets et le renforcement des acquis. On va essayer de voir avec nos invités quels sont ces acquis, notamment sur ces 3 années de mandature. Il a ajouté aussi qu'elle sera également celle de l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Les conditions de vie des citoyens, on en parle énormément. Beaucoup de gens vivent sous le seuil de pauvreté, des difficultés notamment à se procurer des besoins de première nécessité. On a encore malheureusement en Algérie des problèmes d'eau courante et puis parfois des chaînes, notamment pour se procurer des denrées alimentaires comme le lait par exemple. Voilà ce qu'il dit, celle de l'amélioration des conditions de vie du citoyen qui demeure en tête de nos priorités. Fin de citation. Abdelmadjid Tebboune, donc, qui tend à conférer, je cite, une plus grande efficacité à l'action des collectivités locales, à évaluer la mise en œuvre des décisions avec une nouvelle vision en vue d'opérer le changement des mentalités et de rompre avec les pratiques bureaucratiques et parasitaires. Il appelle les walis à faire preuve d'esprit d'initiative. Un élément important ce soir que nous allons bien évidemment évoquer. Vous savez qu'en Algérie, malheureusement, la quasi-totalité des produits sont importés. Voilà ce que dit le président de la République. Nous avons réussi à réduire l'importation sans priver le citoyen. On va en parler avec nos invités des différents besoins. Donc, a souligné le président Tebboune, il a assuré qu'il n'y a plus d'importation déguisée. Voilà, de belles annonces. On va y revenir avec nos invités. Donc, d'abord, plusieurs questions se posent. C'est la 3e rencontre, gouvernement wali, avec le président Abdelmadjid Tebboune. Quel est l'intérêt, notamment, de ces rencontres? Y a-t-il des objectifs précis qui sont déjà depuis réalisé? Quel apport pour le citoyen? Encore une fois, là, c'est clair, les objectifs sont clairs, le quotidien des Algériens. Y a-t-il des signes positifs pour certains et puis d'autres qui voient ça plutôt d'un manque de profondeur, d'un manque de réalisation, d'un manque de concrétisation? Quel projet phare aussi pour le pays? Alors, effectivement, on a eu le plaisir d'inaugurer ce magnifique stade, notamment Nelson Mandela. C'est un projet national, mais qui est là maintenant depuis plusieurs années, mais notamment dans le cadre de ces 3 années de mandature, quel projet national et au niveau local. Et puis le mercato des walis, vous le savez, encore dernièrement, des walis qui sortent, qui partent, qui sont quelque part, on les remercie de leur fonction, mais parfois souvent on ne sait pas pourquoi ils sont partis. On en parle avec nos invités ce soir. Au téléphone, militant politique, candidat au présidentiel 2024 en Algérie, Omar Et Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et aux téléspectateurs de Maralbia. Il est avec nous, consultant, il est militant politique au CCAF, on en parle aussi ce soir. Mourad Yefsah, bonsoir cher Mourad Yefsah, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, et bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les Algériens partout où ils sont. Merci pour ce magnifique paysage. On est en pleine période hivernale. D'ailleurs, il a neigé dans les régions montagneuses en Algérie. On salue bien évidemment tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Comme chaque soir, on prend bien évidemment 2-3 minutes pour revenir sur les détenus d'opinion, les détenus politiques et notamment donc ce rassemblement. L'affiche va arriver dans quelques instants sur vos écrans. Merci Karim en régie. Voilà. Rassemblement donc le samedi 21 janvier 2023, c'est-à-dire après-demain, 14h30, rendez-vous mairie de Paris, place de l'Hôtel de Ville. Tout simplement, ci-contre donc les photos que vous pouvez apercevoir ici de plusieurs détenus, des informations, une affiche que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Depuis le début du Hirak en février 2019, il y a plus de 11 000 arrestations, poursuites judiciaires. Il y a de façon cyclique 300 détenus. Voilà ce que nous dit et nous informent les différents collectifs maintenant
maintenant qui font partie de ce hirak, de cette révolution et qui soutiennent aussi les détenus. Avec nous, donc Mourad Yefsah, on va commencer par vous. Ihsan El-Qadi rentre dans sa 21e nuit maintenant en prison. On rappelle qu'il a été arrêté le 24 au 25 décembre dernier. Ses médias ont été donc pillés et mis sous scellé. 5 jours après de garde à vue, le 29 décembre dernier, il est donc en détention provisoire. On a un président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui termine une année 2022 avec des mots assez forts, assez prospères, assez positifs. Des décisions ont été prises, des acquis vont être améliorés. Et puis, je viens de faire un certain nombre de citations en ce jeudi où il a rencontré les walis et le gouvernement. On a deux sons de cloche, deux niveaux de vie en Algérie. On a à la fois des difficultés pour les détenus, une forte répression tout de même qui existe. Puis on a d'un côté un pouvoir qui annonce des choses plutôt positives. Oui, donc effectivement, donc il y a véritablement on peut dire deux choses contradictoires. Il y a ce qu'annonce effectivement donc le gouvernement, ce qu'annonce tous les médias donc publics qui sont sous les ordres du pouvoir exécutif. Et il y a la réalité. Donc la réalité, il faut quand même la dire quand on parle d'une part sur la question donc des conditions de vie des citoyens, et les libertés individuelles et collectives font partie donc des conditions de vie des citoyens, et on constate effectivement que le citoyen algérien n'a pas encore le droit d'exprimer son point de vue, le droit d'écrire ses opinions, le droit de diffuser ses écrits et ses analyses. Et cela veut dire qu'il n'est pas encore considéré comme étant un citoyen à part entière. Et c'est le cas effectivement pour Ihsan El-Qadi et plein d'autres encore, parce que actuellement il y a autour donc de un peu plus de 200 à 300 donc citoyens militants donc emprisonnés, dont des journalistes et dont Ihsan El-Qadi et d'autres je dirais donc responsables militants et journalistes. Mais il y a des milliers qui ont été jugés et condamnés arbitrairement, pour certains qui ont passé de la prison, qui ont passé des années de prison, et d'autres qui sont poursuivis. Pour ce qui est donc de l'aspect social, parce qu'il y a des annonces effectivement qui sont faites, il faut quand même rappeler une chose. Aujourd'hui, l'inflation en Algérie, pour ce qui est donc des produits de première nécessité, je parle bien donc des produits de première nécessité. C'est une inflation à 50%. C'est pas une inflation à 10%. Ce n'est pas une inflation à 9%. C'est une inflation à 50%. Donc je discute avec des citoyens tous les jours, de la famille, etc. Donc je me renseigne comme que les prix donc de ces produits de consommation. La deuxième chose, c'est que si on prend juste un exemple sur la santé étant un indicateur primordial, un indicateur important, parce que les Algériens, les dirigeants algériens avaient compris l'importance donc de la santé en Algérie. Ils avaient donc mis en place ce qu'on appelait la médecine gratuite, et je me souviens donc pour avoir donc accompagné des proches à cette époque-là, ce que c'était la médecine gratuite, où je témoigne, mon père avait été soigné jusqu'à sa guérison de la tuberculose avec donc des moyens qui étaient extraordinaires, avec une prise en charge totale. Aujourd'hui, une consultation chez un médecin généraliste coûte 1500 dinars. La base de remboursement de la sécurité sociale, c'est 50 dinars, sur laquelle donc il y a un remboursement de 80%, donc on se retrouve remboursé à 30 ou 40 dinars au maximum, alors que le citoyen a payé 1500 dinars la consultation. N'en parlons pas pour ce qui est des médicaments. Le spécialiste, il est entre 2000 et 3000 dinars. La base de remboursement, elle est de 100 dinars. Donc vous voyez, donc quand on parle effectivement donc de ces annonces, le citoyen algérien a été saigné à blanc aujourd'hui. Il y a, d'après ce que disent les experts, nous avons autour de 9 millions d'Algériens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 2 $, d'équivalent de 2 $ de revenus par jour. C'est-à-dire que au taux officiel, c'est en dessous de 2000, de 3000 dinars par jour, ce qui est vraiment rien. Voilà, donc s'il y a des annonces positives, bien sûr, on veut bien croire, mais encore une fois, aujourd'hui, à l'heure où on parle, des millions d'Algériens
souffrent donc de malnutrition, souffrent de mal logement, souffrent de mal de soins, souffrent de mal de transport, souffrent de mauvaises conditions d'études, etc., etc. Et ça, c'est la réalité donc de l'Algérien moyen. C'est pas quelque chose donc d'exceptionnel. Alors que les oligarques continuent effectivement. Encore une fois, on vient de lire que M. Tebboune a annoncé qu'une personne, une famille, a bénéficié de 500 milliards de dinars. C'est énorme. Donc voilà l'Algérie dans laquelle nous sommes encore, parce que cette situation continue à perdurer malheureusement. Je reviens vers vous dans un instant. Alors justement, le plaisir de l'avoir, mais aussi il ne peut pas mieux tomber puisque Omar Ait Mortal est avec nous ce soir. Il est citoyen algérien. Alors il voyage entre l'Algérie et l'étranger. C'est un pays que vous connaissez bien. Omar Ait Mortal, peut-être donnez-nous votre visibilité du quotidien des Algériens. On vient d'entendre des mots importants en termes d'inflation, de difficulté à se soigner, un quotidien difficile. Est-ce que vous rejoignez cette analyse ou est-ce que concrètement, et je dis bien concrètement s'il vous plaît, vous qui vivez en Algérie, est-ce que vous pourriez nous parler de la dynamique de vie du quotidien des Algériens et des Algériennes? Monsieur Sahab, je salue. Je pense qu'il vit en Algérie. Ce qu'il a dit est la vérité, bien sûr. C'est la réalité. Mais ça ne sert absolument à rien de faire une bonne description comme elle l'a bien faite. Et c'est la réalité en fin de compte. Je reprends juste la médecine gratuite qui est un leurre. C'est faux, c'est pas vrai. Donc il faut revoir cette copie. Les Algériens se soignent mal et quand je vois les dirigeants se soignent à l'étranger, donc là il n'y a rien à dire. Il faut absolument, il y a plein de cliniques, on se soigne bien finalement en Algérie, mais il faut avoir de l'argent. Donc le citoyen moyen ne peut pas se soigner. Parce qu'il faut payer. On a cassé le service public, donc l'hôpital. Il faut y aller chez le privé. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut mutualiser. Même cette liste, c'est-à-dire on peut se soigner moyennement un équipement dilateur, comme ça se passe en France par exemple, au lieu de payer 1500, 2000 dinars la consultation d'un spécialiste. Ça, je suis d'accord, ça va venir. Je reviens à la réalité et les annonces du gouvernement, notamment ce qu'il a dit au Wali, le président Tebboune, lors de la réunion avec les Wali. Moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut. Ça reste des effets, ça, des annonces. Il faut les traduire sur le terrain, donc en réalité. Maintenant, il a parlé des prérogatives du Wali parce que le Wali, c'est la cellule où passe toute la corruption en Algérie. Que ce soit des produits de première nécessité, la poudre de lait, tout ça, sous les yeux du Wali. Le Wali est le mieux informé, la cellule, on peut vraiment arrêter les dégâts et la corruption et le crime économique. Le Wali doit agir. Maintenant, il lui a donné le droit d'agir. Il faut agir, c'est le chef du gouvernement de chaque wilaya et le Wali enfin. Donc, si on revient au pouvoir d'achat du citoyen, on a parlé d'améliorer les conditions de vie de l'Algérien. Il y a évidemment des choses à revoir. Je suis en train d'établir un programme. Ce qui manque à ce gouvernement, c'est le facteur temps. Maintenant, on met tout sur la crise sanitaire, on a eu du retard et tout ça. Maintenant, il n'y a plus de crise sanitaire, il faut y aller de l'avant. Il faut aujourd'hui injecter de l'argent dans l'économie, c'est-à-dire investir massivement, ouvrir le cahier des commandes publiques, sinon ça ne marchera pas. L'infrastructure de base, il faut vraiment aller très vite. Ça donnera du travail aux petites entreprises, ça donnera des postes d'emploi et ça sera de l'argent injecté directement dans l'économie. Je ne vois pas ça. Mais ceci dit, moi je crois à la sincérité du président de la République qui a envie vraiment de développer. On le voit, on le sent. Il y a des avancées. À partir du moment où on facilite l'accès aux prêts aux petites entreprises, aux start-up et tout ça, moi je vois qu'il y a un démarrage cette année et l'Algérie a tous les atouts pour vraiment avancer. On lui souhaite bonne chance.
Quel lien? Alors vous parlez effectivement de prospérité économique, d'investissement, d'avoir plus d'économie, mais quel parallèle aussi vous faites à cette période aussi un peu particulière qui dure maintenant depuis longtemps, où il y a tout de même cette image difficile à voir, à entendre, elle est réelle, notamment en termes de répression, de liberté. Le président Tebboune qui affirmait il y a quelque temps, et il l'a redit il y a quelques heures, la volonté, le vouloir d'intégrer le BRICS. Mais on se rend compte tout de même que dans les images, soit diffusées à l'ENTV sur des dossiers et des accusations particulières ou tous ces procès, et puis cette jeunesse, cette nouvelle génération qui est réprimée, est-ce que ce sont des facteurs prospère à l'économie? Intégrer le BRICS, franchement, l'Algérie remplit les conditions. On n'a rien à envier à l'Afrique du Sud. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? On a l'infrastructure de base, on a les entreprises de niveau donc international, et nous avons une grande partie de la matière première. Il n'y a pas de raison de ne pas les transformer en Algérie. Ça sera une étape où on le voit, on a réduit les importations sensiblement parce que nous pouvons produire en Algérie. C'est ce qui se passe. Mais vous y croyez, vous le vivez, ça, que ces importations vraiment, réellement, elles ont été réduites. Vous le ressentez en Algérie, et en plus le président. Évidemment, le président de la République a parlé, on a réduit l'importation sans priver le citoyen. Je ne le pense pas, parce que ce qui se fait dans le commerce, malheureusement, c'est que, c'est-à-dire, on ne peut pas détourner, on ne peut pas importer une matière première, dans les conteneurs, il y a 10 jours, je ne sais quoi. Mais moi, je donne des exemples. Par exemple, on ne peut pas réellement importer la Nutella. Or que dans toutes les supérettes en Algérie, on trouve la Nutella, elle passe comment? Donc elle passe automatiquement par tricher au niveau des douanes. C'est-à-dire à l'intérieur, on déclare une matière première que c'est de la Nutella. Quand on voit des showrooms partout en Algérie, on ne peut pas importer des voitures. Alors il y a des bolides de toutes les voitures neuves que vous voulez existent dans les showrooms exposés en plein air et tout ça. Donc comment elles sont importées? On a volé la caisse publique, on a volé comment on appelle ça, la douane. Et en fait rentrer des voitures, on triche avec les licences de Moudjahidine. La licence de Moudjahidine, vous savez, c'est le véhicule spécialement aménagé, autorisé les infirmes à importer des voitures quand elles ne sont pas disponibles. Or qu'on achète de belles voitures, on les expose, et en plus, on vous vend une voiture avec une accessibilité, vous n'avez pas le droit de la vendre. Tout ça, c'est pour ne pas payer les impôts. Donc, on vole la caisse publique. Voilà ce qui se passe en Algérie. C'est des points, il y en a plusieurs comme ça. Ceci dit, arrêter l'importation, ça ne peut pas exister dans aucun pays au monde. Maintenant, on est en relation avec une situation catastrophique dans le monde. Donc, si les produits de première nécessité importés sont chers, effectivement, ils sont intouchables. Parce que la matière première a augmenté dans le monde. C'est ça qui fait qu'en réalité, à part des produits subventionnés par l'État, tout est cher en Algérie parce que un produit importé devient cher. Bien sûr. Je reviens à vous dans un instant, Omaret Mortar. Mourad Yefsah, vous pouvez réagir aussi sur, parce que vous vous souvenez d'entendre, on a deux analyses totalement différentes, totalement aux antipodes. Vous pouvez réagir, si vous le souhaitez, sur ce que vous venez d'entendre avec notre invité qui est relativement satisfait. En tout cas, il croit à la volonté du président algérien qui est là en place depuis 3 ans, et on voit tout de même des difficultés depuis 3 ans. Est-ce que les choses ont avancé? Vous pouvez y répondre. Est-ce que, et puis une question précise, est-ce qu'on croit, il y a un intérêt réel quand on connaît le fonctionnement du gouvernement, des walis, des communes, des daïras, quand on voit aussi ce va-et-vient des walis qui arrivent et qui repartent, il y a un mercato qui se fait comme ça du jour au lendemain. Est-ce que réellement ces walis ont réellement les clés pour gérer leur budget, pour travailler tranquillement et honnêtement?
Je pense qu'il y a effectivement plusieurs sujets. Il y a au moins trois aspects qui sont à discuter. Premièrement, il y a ce que dit aujourd'hui donc la présidence de la République, en l'occurrence donc Monsieur Tebboune, à savoir que il va mettre au centre donc de ses préoccupations l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Et il annonce effectivement donc des augmentations de salaire de l'ordre de 47% pour fin 2023. Il faut quand même rappeler une chose aux citoyens algériens. Le gouvernement algérien, donc ceux qui l'ont précédé, et lui-même, depuis qu'il est là, donc 3 ans, les salaires ont été bloqués depuis 2011. Cela veut dire que ça fait plus de 11 ans que les salaires ont été bloqués. Alors que durant ces 11 années, il y a eu donc une inflation qui n'a pas cessé donc d'augmenter pour atteindre donc cette année avec beaucoup d'argent et beaucoup d'argent dans le pays, hein, notamment sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, il y a eu énormément d'argent et quelque part le peuple n'en a pas vu grand-chose. Bien entendu, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui donc avec des salaires qui étaient bloqués depuis 2011 et puis le président de la République qui nous annonce des augmentations pour fin 2023, alors qu'il y a des réserves de change cette année qui ont augmenté pour atteindre le taux de 60 milliards de dollars du fait de l'augmentation du prix du baril et du gaz et de l'augmentation des quantités qui sont exportées. Donc on voit bien qu'il y a une situation quand même je dirais incroyable. Donc c'est pas normal aujourd'hui comment dirais-je l'amélioration donc de la situation budgétaire du pays, elle se fait parce que c'est au détriment des conditions de vie du citoyen. C'est-à-dire que le citoyen qui travaille, il n'est pas payé à sa juste valeur. L'enseignant qui travaille n'est pas payé à sa juste valeur. Le professeur, le médecin, l'infirmier, l'agent de service, etc., etc., les millions d'Algériens qui produisent, qui travaillent, ne sont pas payés à leur juste valeur. Et en plus de ça, on leur fait payer des services qui ne sont pas reconnus au prix que le citoyen paye. Donc ça, c'est un aspect ça veut dire qu'il est doublement peiné, il est doublement, comment dirais-je, pénalisé. Deuxième chose, c'est sur la question donc des investissements. C'est vrai que dans la législation algérienne, l'exécutif, donc que ça soit donc la présidence, le gouvernement, les walis, les chefs de daïra, c'est eux qui ont le pouvoir face aux élus. Donc la présidence et le gouvernement, ils ont les pouvoirs sur l'Assemblée nationale. Le wali, il a plus de pouvoir que sur les assemblées populaires. Et le chef de daïra, il a plus de pouvoir que les élus communaux. Et donc la revendication de tous les militants démocratiques, de tous les citoyens qui veulent effectivement qu'il y ait une politique donc de citoyenneté où les élus, c'est-à-dire que la volonté du peuple qui s'exprime au travers de ses élus, donc puisse gérer le pays. Donc depuis des dizaines d'années, on ne cesse de demander à ce que les élus bénéficient bien entendu et tous les pouvoirs de gestion, donc dans leur domaine bien sûr de compétences. Le conseil communal pour ce qui est donc de la commune, le conseil de wilaya pour ce qui est de la wilaya et l'Assemblée nationale pour ce qui est donc des lois de la République à l'échelle nationale. Or nous constatons toujours le maintien justement de la primauté donc de l'exécutif. Donc ça c'est au niveau déjà donc des institutions. Après bien entendu il y a aussi donc l'ingérence d'autres institutions comme les institutions militaires, donc les secteurs militaires, donc au niveau national c'est l'état-major, mais au niveau des wilayas c'est les secteurs militaires, incluant la police et la gendarmerie, qui ont aussi un pouvoir supérieur à celui des élus. Les élus ils sont méprisés, je le dis encore une fois. Ça c'est le deuxième aspect. Donc il est temps, si effectivement le président de la République, M. Tebboune, s'il veut améliorer la situation, il doit donner des prérogatives aux élus au-dessus donc de l'exécutif, au-dessus des militaires, au-dessus des policiers, au-dessus des gendarmes.
il doit pas être l'élu, ne doit pas être l'otage donc de ces institutions donc qui sont exécutives et qui doivent être au service du citoyen, parce que l'élu, il est le représentant du peuple. Il y a ensuite un troisième aspect, c'est effectivement les richesses du pays doivent être utilisées au bénéfice de l'ensemble de la population. Elle ne doit pas être accaparée par une minorité d'oligarques qui continuent à ce jour encore à bénéficier des largesses donc de ceux qui dirigent le pays et à bénéficier donc de milliards et de milliards de dinars et de dollars. Donc ça encore c'est un troisième. On peut dire est-ce qu'on peut dire une minute là-dessus, on va redonner la parole à Omar Ait Mortal et puis on va accueillir dans quelques instants Maître Nabila Smaïl, mais est-ce qu'on les téléspectateurs qui nous regardent, on a une nouvelle Algérie annoncée par le président algérien. Il est là depuis 3 ans. En tout cas, il écrit, on lit par-ci par-là un certain modernisme. Les choses ont changé en Algérie, à Morad Yefsah. On est toujours un peu dans ce système, cet environnement, cette ambiance un peu de corrompu, de corruption, avec des dessous de table, etc. Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique? Est-ce que l'argent du citoyen algérien, puisque c'est une priorité du président Tebboune, est-ce que l'Algérie est toujours, encore aujourd'hui, dans cette atmosphère-là malheureuse? Les faits qu'on lit dans la presse et qui sont diffusés par la presse nationale, et même M. Tebboune en parle, hein, il parle donc des gens qui continuent donc à bénéficier donc de ces largesses et de ces pots de vin, etc. Donc la situation telle qu'on la voit, elle n'a pas changé positivement pour le citoyen. Elle n'a pas changé positivement pour les militants. Elle n'a pas changé positivement pour les partis d'opposition. Elle n'a pas changé positivement pour les syndicats. Encore une fois, il y a un projet donc de réforme donc de la loi syndicale, donc la loi syndicale donc 90-11-90-14 qui avait été, c'était des lois où il y a eu donc une certaine libéralisation donc du droit syndical, avec donc comment dirais-je, la garantie du droit de grève, avec la garantie donc du salarié, donc du travailleur, de s'organiser librement, etc. Le projet qui est aujourd'hui sur la table a pour objectif justement de criminaliser les actions des syndicalistes et donc d'arriver à empêcher les travailleurs donc de se défendre et de défendre leurs intérêts. Donc encore une fois, donc je ne pense pas que les choses s'améliorent personnellement, tel que je le constate, tel que je le lis dans la presse, tel que, y compris, donc il est annoncé par des responsables au sein du pouvoir, ils ne sont pas en train de s'améliorer. La situation, elle se dégrade. Il y a un aspect, effectivement, qui est présenté comme étant un indicateur positif, c'est effectivement la balance, donc le taux de change, c'est pas le taux de change, mais les réserves de change, effectivement, donc du fait d'un phénomène qui est donc lié à la situation internationale, l'augmentation du prix du baril, l'augmentation du prix du gaz et l'augmentation des quantités qui sont exportées par l'Algérie. C'est le seul indicateur positif. Tout le reste, à mon avis, ce sont des indicateurs négatifs, malheureusement. Merci. Je reviens à vous, Morad Yefsah. Omar Ait Mortal, la politique, ça vous connaît puisque vous y êtes impliqué depuis maintenant plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, l'élu politique en 2023, avec cette nouvelle dynamique qu'annonce le Parlement, qu'annonce le président du Conseil de la Nation, qu'annonce le président maintenant depuis plusieurs temps, est-ce qu'aujourd'hui, l'élu en Algérie est toujours pris en otage, méprisé, quelque part un peu dirigé par les institutions de sécurité, par l'armée? Est-ce qu'il y a, vous ressentez honnêtement ces pleins pouvoirs tout de même de la sécurité et de l'armée, ou est-ce que les élus, comme en parle tout au long de cette journée le président algérien, est-ce que vraiment les walis, les élus ont vraiment la liberté de travailler? C'est pour ça, donc, M. Sam a il a parlé justement de ce sujet du statut de l'élu et de ses prérogatives. Exactement, oui. Est-ce qu'on peut, en Algérie,
est-ce qu'elle a une légitimité? L'élu, est-ce qu'elle a une légitimité? Parce que M. Efsa et tout le monde d'ailleurs, moi je n'ai jamais boycotté ou appelé au boycott des élections. On ne vote pas en Algérie, donc on ne peut pas parler de l'élu. Elle a été placée. Des députés qui passent à 76 voix. Mais vous rigolez ou quoi? Alors là, quand on arrive, d'ailleurs, les 3 élections ont été boycottées, et la dernière, je parle surtout de ma commune, de ma wilaya, à Tizi Ouzou. Alors là, on parle des sénateurs, ils ont boycotté 3 élections. On parle de maires. L'histoire, d'ailleurs, vous avez invité Nabil Esmaïl, elle est le témoin. Vous savez que le maire de Fréha est en prison. Non par sa gestion, parce qu'il a voulu appliquer que la loi. Il a refusé de signer ce qui n'est pas réglementaire, là où il y a des irrégularités. Il a été en prison parce que l'ex-aérodrome de Fréha, ce terrain de 24 hectares qui est sous enquête encore, alors le maire de Fréha, avec donc cette personne, M. Carral, qui a pris ce terrain illégalement, il y a des irrégularités, je suis impliqué dedans, et alors Nabil Esmaïl est avocat de cette personne contre le maire de Fréha, même s'ils étaient de la même secte qui est la FFS. Nabil Esmaïl était élu du FFS. Le maire de Fréha est élu du FFS. Même le parti FFS ne dit rien. Ça, c'est une ignominie. Donc, on va venir ici parler du statut de l'élu ou du fonctionnement digne de la politique publique. Il y a l'exécutif, bien sûr, il y a l'Ouali, il y a les élus, normalement. Tout se discute à la POI, et puis les maires ont leurs prérogatives. Il n'y a rien de cela. Et c'est de la faute donc aux citoyens qui abandonnent. Alors encore une fois, Omar, et puis on finit au scandale. Très bien, Omar Ait Mortar, on en parle souvent, puisque c'est vrai que c'est une analyse que vous réitérez souvent. Mais oui. On peut aussi comprendre que le citoyen algérien, lorsqu'il a vu des dirigeants politiques, des élus politiques arriver au pouvoir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le même président au pouvoir pendant 20 ans, et que les choses n'avancent pas et que son quotidien est de plus en plus difficile, on peut comprendre que le citoyen algérien ou le citoyen lambda est amené à un moment donné à ne plus avoir confiance en la politique, en l'élu, à s'abstenir et à ne pas aller voter. On peut comprendre ceci qu'à un moment donné, ces Algériens ne croient plus à ces. D'ailleurs, on voit bien ces élus en Algérie. Hein. Il y a quasiment pas de bain de foule. Il y a quasiment aucune rencontre avec la population. Est-ce que vous pouvez comprendre ceci tout de même? En train de me dire que c'est le président de la République, c'est le Wali qui fausse la donne. Alors que quand on voit, c'est les mêmes personnes qui sont placées, élues. Vous allez voir, par exemple, à la POI de Tizi Ouzou, l'actuel PAPOI, il a fait un mandat de 4 ou 5 ans, il a fait un autre mandat à l'APN, député, il revient. C'est comme si on n'a pas un jeune, on ne laisse pas passer les gens, on ne veut pas d'émergence. Alors, qui c'est qui appelle au boycott? C'est ces gens-là qui squattent justement les institutions. Le PAPOI, il a fait 2 mandats, plus un mandat de... Il n'y a pas un jeune dans son parti qui peut être élu, il ne laisse pas la place. Celui qui a été au Sénat, c'est pareil. Il était PAPOI. C'est un personnel spécialisé dans la politique. Donc ce n'est pas le président de la République, c'est eux qui organisent même les boycotts, ils annoncent. C'est-à-dire les citoyens vont dire, vous votez ou pas, vous avez toujours les mêmes personnes. Effectivement, donc, alors, vous allez me dire que l'AFFS est un parti d'opposition. Il a participé à toutes les magouilles dans la wilaya de Tizi Ouzou, par exemple, y compris Nabil Esmaïl d'ailleurs. Je reviens à vous, Omar Ait Mortar. Elle va m'expliquer comment un terrain qui est sous enquête, je parle de l'ex-aérodrome de Fréha, et le maire est en prison. Bien sûr, on lui a posé un piège, il a poussé. Il paraît que le commandant de gendarmerie, je ne sais rien, ça je le condamne bien évidemment, mais on l'a poussé à faire ça. Parce que
Monsieur Kara, Je reviens à vous. Je reviens à vous. Si on a un peu de temps, vous pourrez nous donner vos éléments éventuels. Mais c'est pas la thématique ce soir de s'arrêter sur ce cas précis. On essaie d'entrer plus en profondeur. Maître Nabila Asmaïl, merci d'être parmi nous parce que je sais que vous êtes très prise ce soir aussi avec les difficultés. Vous êtes avocate et vous êtes proche. Voilà, vous soutenez aussi énormément les détenus. D'abord un mot. Chaque soir, on commence par aussi cette situation des détenus. Un mot peut-être sur Hassan El-Qadi, un mot aussi sur peut-être Rachid Nekaz aussi, qui a été, on le rappelle, libéré hier et qui avait annoncé d'ailleurs clairement arrêter la politique il y a quelques jours. D'abord, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Avant de, bien sûr, sauf votre respect, avant de répondre à votre question, je voudrais avoir une précision. Je viens d'entendre mon nom cité par votre invité. Je n'ai pas compris. Il m'a cité comme étant quelqu'un qui a magouillé ou il m'a cité comme étant quelqu'un qui a été témoin d'une magouille. Parce que là, ça serait très très grave et ça serait une diffamation en direct sur vos antennes. Et là, je ne pourrais jamais pardonner ou laisser passer une si grave déclaration, parce que j'ai pas bien entendu. Est-ce qu'il a dit Maître Smaïl a participé dans cette magouille ou elle va témoigner? Donc, je demande des précisions. Je ne ferme pas la parenthèse parce que vous n'allez pas m'enlever l'antenne avant que j'ai eu des explications de votre invité qui m'a cité. Je reviens aux choses sérieuses qui sont la situation des détenus, la situation de Qadi Ihsan. Qadi Ihsan, tout le monde sait que son affaire a été examinée par la chambre d'accusation sans que ses avocats n'aient été informés. On nous a donné une fausse date qui était le 18, alors qu'ils l'ont fait passer à huis clos le 15, c'est-à-dire dimanche. Donc il est maintenu en détention préventive. Il a le moral. Il y a une stratégie qui a été discutée avec lui et que je ne peux pas rendre publique parce que c'est entre lui et ses avocats. Maintenant, quant à Rachid Nekaz, moi personnellement, je suis très contente de sa libération, surtout devant son état de santé. Ça ne fait que je ne peux que m'en réjouir. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'il a dû renoncer à son action politique que personne ne peut ignorer ou oublier. Bien sûr, Maître, le rôle qu'il a joué, mais ce qui fait de la peine, c'est qu'il ait été obligé ou qu'il s'est senti obligé de faire un tel troc, de faire un tel désistement pour pouvoir bénéficier d'une grâce pour qu'il puisse se faire soigner. Donc ça, vous pensez, excusez-moi, Maître Nabila Asmaïl, vous pensez, alors vous avez dit qu'il s'est peut-être senti obligé, si vous n'avez pas d'éléments ou si vous ne souhaitez pas répondre, bien évidemment, vous avez tout à fait le droit, comme tous les invités, mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que, avec ce que subit tout de même en termes de répression, d'intimidation, notamment Rachid Nekaz, parce qu'il est militant politique, il est impliqué, alors on adhère ou on n'adhère pas, ça c'est autre chose, mais est-ce que vous pensez qu'il a été intimidé, poussé à ce qu'à un moment donné on lui dise c'est soit tu parles, soit tu t'impliques en politique et tu restes en prison, ou alors tu arrêtes tout ça et tu es libre. Est-ce qu'on peut penser ça? Pour cette question, c'est le seul qui pourrait répondre, parce que c'est le seul qui pourrait dire s'il a reçu des intimidations ou des offres, ou ça je ne peux pas me prononcer dessus. Mais j'ai dit que je regrette qu'il ait renoncé pour pouvoir bénéficier d'une grâce, parce que c'est une lecture. C'est venu juste après sa lettre, donc il y a un engagement de sa part. La réponse a été un décret de grâce. Donc dire qu'il a reçu des pressions ou dire qu'on lui a fait du chantage, il m'est interdit de faire des allégations ou de dire quoi que ce soit sans que j'en sois témoin ou que j'ai été témoin. Ça, si j'avais été témoin de ça, je l'aurais dit. Mais c'est une lecture. C'est une lecture que je ne suis pas la seule à avoir fait, parce que tout le monde est content de sa libération, mais à quel prix? Et nous avons tous le droit de se poser des questions et de regretter, parce que quelle que soit sa façon de militer, c'était sa façon,
Ça avait mis de l'animation dans l'action politique, même si beaucoup trouvaient que c'était hors norme, mais c'était sa façon à lui. Il a apporté un plus. Il a été un précurseur. Il a fait beaucoup pour la révolution du sourire. Donc on n'a pas, même si on partage pas beaucoup de choses, mais on n'a pas le droit d'ignorer ça. On en parlait. On en parlait un instant justement, faire de la politique en Algérie, c'est très compliqué. Maître Nabil Asmaïl, alors c'était pas prévu, mais donc vous souhaitez éventuellement que notre invité réitère ses propos avant la fin de l'émission, c'est ça? Je souhaite qu'il éclaircisse. Très bien. Alors comme le temps passe vite, c'était pas prévu. Pardonnez-nous, cher Morad Ifsah, c'était pas le contenu. Mais alors, Omar Ait Mortal, vraiment, s'il vous plaît, en 2 petites minutes, est-ce que vous pourrez réitérer exactement les propos que vous venez d'évoquer, notamment en mettant à l'intérieur en la personne de Maître Nabil Asmaïl, s'il vous plaît? Alors, j'ai cité Nabil Asmaïl, avocat, dans 2 cas différents. J'ai parlé du désastre politique à Tizi Ouzou, dans ma wilaya, où j'ai parlé de magouille politique. Elle est élue du parti qui a cassé la Kabylie et la wilaya Tizi Ouzou avec son frère jumeau, l'ARCD. Donc l'AFFS et l'ARCD ont magouillé, ont cassé toute politique saine à Tizi Ouzou et en Kabylie en général. Et si on se retrouve dans cette situation, c'est de leur faute, c'est de la magouille, je confirme. Je l'ai cité dans un autre cas. Le terrain de 24 hectares de l'ex-aérodrome de Freiha a été donné avec irrégularité à M. Carrard. Je confirme et je suis témoin dans ce dossier. Ce terrain qui est toujours sous enquête. Alors, le maire de Freiha est en prison et Nabil Asmaïl, comme par hasard, elle était dans le même parti que lui, donc la FFS. Elle défend donc celui qui a mis en prison un homme intègre. Je confie, et en plus, à la fin du procès, elle a dit, 6 ans, c'est trop cher payé. Oui, Très bien. Le maire ne devait même pas être en prison, chère madame. Même, je sais qu'elle a poussé le chef de brigade de Freiha, apparemment, ça se condamne. Merci. Mais on lui a posé un piège. Ça, il faut l'expliquer aux citoyens. Mais... Voilà. Merci en tout cas, ce que vous dites n'engage que vous, hein, des magouilles confirmés, des personnalités intègres ou non intègres. Vous avez peut-être des éléments d'enquête, mais ces affirmations n'engagent que vous. Il est 19h43. Maître Nabil Asmaïl, je reviens à vous parce que vous venez de nous rejoindre à l'instant. Est-ce que vous souhaitez réagir maintenant ou pas? Sinon, j'aimerais vous faire réagir sur la sortie et la présence du président algérien, notamment au niveau des Wali, qui donnent priorité au quotidien des Algériens. Bon, d'abord, je ne pourrais pas répondre de c'est très grave, parce que moi, en 2020, je n'avais même pas terminé mon 2e mandat. Quant à l'affaire du PAPC de Freiha, c'est une affaire où il s'est opposé à l'exécution d'un jugement qui le touche personnellement, qui n'a absolument rien à voir avec les biens de l'État. C'est une affaire personnelle. Il est en prison pour quelque chose qui le concerne, qui n'a rien à voir avec la gestion. Il n'a pas été mis en prison en tant que maire, mais en tant que quelqu'un qui s'est opposé à une décision de justice. Donc j'ignore les tenants et l'aboutissant parce que je n'étais ni son avocat, ni son... Et quant à M. Ait Mortal, Nabil Asmaïl n'est pas celle qui contacte les brigades de gendarmerie ou qui magouille dans les coulisses. Alors je reviendrai au thème de votre émission parce que c'est beaucoup plus intéressant. Par respect aux téléspectateurs, il faut élever le niveau, il faut être à la hauteur d'une Algérie et pas uniquement d'une wilaya. Je ne réduirai pas le combat et la lutte pour une Algérie indépendante à une wilaya qui est la mienne ou à une APC qui est Freiha que j'adore. Donc je vais élever le niveau et dire que quand on veut lancer l'économie et l'investissement en Algérie, d'abord il faudra commencer par l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de réviser les textes qui régissent l'action
pouvoir parce que tout passe par le chef de daïra. Quand le PAPC préside une assemblée et qu'il fait une délibération, chaque délibération qui n'est pas approuvée par le chef de daïra et par le wali ne passe pas. C'est le même cas quand la loi vous dit que le rôle de l'élu au niveau de l'APOI, et je parle à l'adresse des ignorants, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un élu à l'APOI. Un élu à l'APOI n'est pas un ordonnateur, contrairement au PAPC qui peut engager des dépenses, qui peut ordonner la dépense. Or, un élu à l'APOI comme instance de contrôle, instance élue de contrôle, prend des délibérations, charge à l'administration d'exécuter et d'ordonner la dépense. Alors, si quelqu'un pense qu'un élu à l'APOI ou un président d'APOI magouille, donc il doit forcément impliquer l'administration, parce que c'est l'administration qui donne l'ordre de la dépense. Donc ces propos-là, je résumerai. Je ne peux pas en vouloir à des ignorants de mélanger, de déverser leur haine sur un plateau par ignorance. Donc je dirais que tant que les lois ne sont pas changées, l'organe de contrôle qui est l'APOI par exemple, l'organe de contrôle qui est l'APN, ne peut pas être à la hauteur des aspirations ou des attentes de la population. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a un discours à l'encontre des walis, à l'encontre de l'administration pour alléger, pour faire moins dans la bureaucratie, pour faire plus vite, pour exécuter. Vous savez que quand j'étais à l'APOI, où j'ai fait un mandat complet et un demi-mandat, on a pris des délibérations concernant le foncier industriel. On avait délibéré pour la récupération du foncier industriel qui a été attribué et non exploité. Beaucoup de poches ont été récupérées parce que leurs patrons ou les acquéreurs ont pris les terrains, ils ont disparu dans la nature ou ils ont complètement détourné le terrain vers d'autres vocations. La délibération a été exécutée, mais pas entièrement. Nous avons pris des délibérations pour débloquer de l'argent pour aménager les zones d'activité dans la wilaya de Sidi Ouzou et nous avons été la première wilaya à travers le territoire national à avoir adopté le plan d'aménagement de la wilaya, le PAO. Sur les 48 wilayas qu'il y avait à l'époque, la wilaya de Sidi Ouzou était la première à avoir adopté le plan d'aménagement de la wilaya qui, jusqu'à présent, n'a pas été exécuté. Les projets qui sont inscrits, aucun projet n'a été inscrit. Merci. La wilaya, l'APOI avait demandé l'inspection. Donc, tant qu'il y a cette chape de plan sur le rôle de l'élu, vous savez que beaucoup de maires, surtout notamment les maires du FFS, ils n'en déplaisent à certains qui utilisent des mots déplaisants, des mots de bas étage, parce qu'on n'appelle pas un parti la FFS ou la RCD. J'invite cette personne à venir le dire ici à Tizi Ouzou, en face de tout le monde. Alors, vous savez que jusqu'à la fin de chaque mandat, les élus du FFS sont convoqués devant la barre, ils sont convoqués devant les procureurs et devant la justice. Merci, maître. Avec des relax. Donc, arrêtons. D'abord, il faut libérer les walis. Il faut les libérer, parce que depuis la vague d'arrestation des walis, des responsables, des ministres, tout le monde a peur de l'acte de gestion. Il faut commencer par dépénaliser l'acte de gestion. On ne peut plus conduire les gens en prison pour un simple fait administratif ou une simple... C'est clair, merci maître, merci. Ça fait peur à tout le monde et ça paralyse tout le monde et ça ne peut pas aller vers le développement, ça ne peut pas aider le développement. Je vous remercie tout en précisant que je me garde le droit de revenir et de déposer plainte pour les propos diffamatoires que je viens d'entendre. Maître Smaïl ne peut pas être témoin d'une dilapidation et se taire. Maître Smaïl, sa vocation, c'est de dénoncer ce qui n'est pas normal, même si ces crimes sont commis par les plus proches à Maître Smaïl. Et je vous remercie. Merci maître d'avoir été avec nous. Maître Nabila Smaïl, militante politique. C'est pas facile pour tout le monde de s'exprimer. Ce sont des invités qui prennent la parole chez vous. Alors Morad chez nous, pardon, mais chez vous bien sûr. Merci pour votre fidélité. Morad Yefsah et Omar Et Mortar, il vous reste vraiment 25 secondes chacun. Omar Et Mortar, 20 secondes. On va envoyer le générique malheureusement.
Kéria Natizouzou, dans la wilaya la plus corrompue en Algérie. Alors, elle sait comment détourner les lois, elle a régularisé la situation de ces terrains parce qu'elle parle de terrain. Ça aussi, c'est une magouille. Vous aurez l'occasion, on vient d'en parler, vous aurez peut-être l'occasion d'évoquer tout ça dans un autre endroit. Merci Omar El Mortal. Le mot de la fin, Mola Difsah, 3 mots, un mot peut-être d'espoir, d'espérance, d'avenir. Oui, donc bien sûr, tant qu'il y a des militantes comme Nabila Smaïl qui donnent de leur temps, de leur intelligence et de leur force et de leurs moyens pour effectivement défendre les détenus politiques, pour porter donc oui des principes et des fondements politiques sains. Et qui aide effectivement à construire des partis, des organisations comme le FFS, comme le RCD, comme le PT, comme le PST, comme d'autres partis qui, même si on ne partage pas leur point de vue, mais ce sont des partis indépendants, des partis qui sont effectivement constitués de vrais militants et qui défendent des principes et des programmes et on les salue, on les encourage et à très bientôt. Merci à nos invités. Vous avez effectivement, je vous rejoins totalement, nos invités effectivement qui soutiennent et qui font un travail et qui tentent de militer politiquement, défendre aussi les détenus, les personnes qu'on a besoin. C'est pas facile. Merci à tous les trois, Maître Nabila Smaïl, merci à Omar El Mortal et merci à Mourad Difsah, l'équipe en régie. Merci infiniment. Le programme continue. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Microscope. Prenez soin de vous.